Bonjour, enfin de retour pour continuer notre cours concernant la troisième unité. Le deuxième chapitre concernant les lois statistiques. On a vu monohybridisme, puis le dihybridisme. Maintenant, on va voir des cas concernant le polyhybridisme. Alors, qu'est-ce que le polyhybridisme? Le polyhybridisme est un croisement dans lequel plusieurs caractères, plus de 2, sont étudiés. Chaque caractère est contrôlé par un seul gène et ces gènes peuvent être 3 gènes indépendants, c'est-à-dire portés par 3 autosomes différents, 3 gènes dont 2 sont liés et 1 indépendant, portés par 2 autosomes différents, 3 gènes dont 2 sont liés et un autre lié au chromosome X, 3 gènes liés et portés par un chromosome autosomal, ou 3 gènes liés portés par un chromosome sexuel. Dans le cas de 3 gènes liés, l'étude simultanée de 3 gènes liés permet d'établir l'ordre de ces gènes, puis la distance qui les sépare et ainsi réaliser la carte factorielle des 3 gènes. C'est ça l'importance de l'étude de 3 gènes, c'est réaliser la carte factorielle. Alors pour comprendre, le premier cas, on va voir le cas de 3 gènes indépendants portés par 3 autosomes différents. On s'intéresse à la modalité de transmission de certains caractères chez la drosophile en réalisant les croisements suivants. Le premier croisement entre une drosophile femelle à corps clair et antenne normale avec un mâle à corps ébène et antenne courte. On obtient à la génération F1 des drosophiles à corps clair et antenne normale. Deuxième croisement réciproque donne les mêmes résultats. Troisième croisement entre une femelle de F1 avec un mâle à corps ébène et antenne courte donne une génération composée de. Voilà les résultats. Quatrième croisement entre deux drosophiles à corps clair et yeux normaux et on obtient une génération composée. Donc voici les résultats. Donc vous avez ici des données et voilà les questions qu'on vous demande. En analysant les données de chaque croisement, que pouvez-vous déduire des modalités de transmission des gènes étudiés? Donnez les génotypes possibles des drosophiles à corps clair et antenne normale et yeux normaux. Si on réalise un croisement test entre un individu triple hétérozygote avec un individu à phénotype récessif, estimez la proportion phénotypique obtenue et que peut-on déduire? Et bien sûr, quelles seront les proportions phénotypiques si on fait un croisement entre les F1 du premier croisement? On va prendre les symboles pour Ebony, pour corps clair Ebony, donc EB, antenne normale courte AR, yeux normaux ou absents EY. Donc, comme d'habitude, arrêtez la vidéo pour réfléchir un petit peu aux questions et répondre, et on se verra après. Donc, comme réponse à la première question. Du premier croisement, on a obtenu une génération qui est homogène au phénotype d'un des parents. Donc on déduit que les parents sont de race pure d'après la première loi de Mendel et que les allèles responsables des corps clairs et antennes normales sont dominants, alors que les allèles responsables des corps ébony et antennes courtes sont récessifs. Et bien sûr, on donne leur symbole. Du deuxième croisement, qui est un croisement réciproque, on a les mêmes résultats. Donc ça prouve que nos gènes ou les gènes étudiés ne sont pas portés ou ne sont pas liés au sexe, mais ils sont portés par des chromosomes autosomaux. Donc pour les deux gènes étudiés, ils sont indépendants. Le troisième croisement est un test cross. On a obtenu une génération hétérogène composée de 4 phénotypes équiprobables. Phénotypes parentaux est égal au phénotype recombiné, ce qui induit que les gènes étudiés sont indépendants et chacun est localisé sur un chromosome autosomal différent. Du quatrième croisement, qui après le résultat obtenu ne peut être qu'un croisement entre hybrides F1 voire F1. Donc vous voyez bien sûr ici, on a croisé deux drosophiles à corps clair et yeux normaux. C'est-à-dire ils ont le même phénotype, mais on a obtenu ici 4 phénotypes différents, 2 parentaux et 2 recombinés. Ça prouve que les parentaux sont
hétérozygote, donc on suppose qu'il s'agit d'un croisement entre hybrides F1 fois F1. L'apparition de nouveaux caractères Ebony et Alice, c'est-à-dire yeux absents, montre qu'ils sont des allèles récessifs qu'on note EB et EY, alors que les allèles corps clair et yeux normaux sont les dominants qu'on note grand E, B et grand E, Y. Aussi, obtenir quatre phénotypes différents dans les proportions 9, 3, 3, 1. Donc si on suppose que ça, 50 et 1. Donc 1 fois 9, c'est 450, et 1 fois 3, c'est-à-dire 50 fois 3, c'est 150. Donc on a ici 9, 1, 3, 3. Confirme la dominance des allèles et l'indépendance des gènes étudiés. À l'issue de cette analyse, on peut déduire qu'on étudie un cas de trihybridisme avec 3 gènes indépendants, chacun est porté sur un autosome différent, et dominance des gènes qu'on note corps clair EB plus et E petit e B pour corps ébène, etc. Alors pour les génotypes, puisqu'on sait maintenant que les 3 gènes sont indépendants, donc bien sûr on peut représenter chacun sur un chromosome différent. Alors pour les drosophiles à corps clair, antenne normale et yeux normaux sont à phénotype dominant, peuvent être homozygotes et hétérozygotes pour l'un ou l'autre des gènes. Alors pour que soit homozygote, ça veut dire EB sur EB, AR sur AR, OY sur EY. Voilà, c'est ça leur seul génotype possible. Alors que pour les hétérozygotes, qui ont bien sûr le même phénotype dominant, ils peuvent avoir bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6 génotypes possibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent être soit mono-hétérozygotes, ou bi-hétérozygotes, ou tri-hétérozygotes. Par exemple, celui-là, il a seulement un qui est récessif. Donc celui-là, il est mono-hétérozygote. Celui-là, par exemple, 1 et 2. 2, donc bi-hétérozygote. Par contre, celui-là, il a les 3, donc tri-hétérozygote. Donc, estimer les proportions phénotypiques obtenues et que peut-on déduire? Puisque on a ici des gènes indépendants et lors de la formation des gamètes, bien sûr, on va avoir des gamètes à proportion équiprobable. Cet individu, par exemple, va donner un nombre de gamètes possibles. Alors, l'individu récessif EB, AR, EY, étant homozygote ne va produire qu'un seul type de gamète qu'on a ici. Par contre, l'individu triple hétérozygote va produire 8 types de gamètes différents de même proportion, c'est-à-dire 1/8, puisqu'on a 8, donc 1/8, puisque les gènes sont indépendants. Et si on réalise l'échiquier de croisement, là, les gamètes parentaux de l'individu homozygote récessif, et là, les gamètes de F1 hétérozygote, et on a 8 en même proportion. Et la rencontre des gamètes va donner ces génotypes qu'on a ici, et là bien sûr c'est leur phénotype. Donc on a bien sûr 8 phénotypes avec 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. On déduit que dans le cas de transmission de 3 gènes indépendants localisés chacun sur un chromosome autosomal différent, on obtient après un croisement test 8 phénotypes différents, mais en même proportion 1/8. Vous vous rappelez, lorsqu'on a vu le monohybridisme, le test cross va donner 1,5, 1,5. Deux phénotypes de proportion 1,5, 1,5. Lorsqu'on a vu le cas de dihybridisme, dans le cas de gènes indépendants, le test cross va donner 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, de même proportion, 4 phénotypes de même proportion. Maintenant ici, dans le cas de 3 gènes, on va avoir 8 phénotypes de même proportion, 1/8, 1/8, 1/8, etc. La dernière question, quelles seront les proportions phénotypiques lors du croisement de F1 entre eux? Donc on va croiser maintenant les F1 entre eux. Les F1 vont donner, comme on a vu, 8 types de gamètes. Alors si on fait l'échiquier, on va avoir 8 sur 8, donc on va avoir 64 cases. C'est très difficile à remplir, hein? Les individus de la F1 étant hétérozygote pour les 3 gènes présentent les phénotypes dominants, chaque individu forme 8 types de gamètes équiprobables, que voilà. Donc 1/8, 1/8, 1/8, etc. Pour déterminer les proportions phénotypiques issues de l'autofécondation des individus issus de la F1, nous pourrions construire un échiquier de croisement de gamètes avec 64 cases pour identifier les génotypes, les phénotypes
et les regrouper. Mais cette méthode serait fastidieuse dans un croisement avec tant de gènes. La méthode des embranchements est dans ce cas la plus appropriée, la plus adoptée. Il est plus facile de considérer chaque caractère, chaque paire de phénotypes et chaque paire d'allèles séparément. C'est-à-dire, pour étudier ce type d'exercice, on va étudier séparément chaque gène, puis combiner les résultats par la méthode des embranchements, qu'on va voir bien sûr, qui donne un diagramme arborescent. Rappelons que le croisement de deux hétérozygotes EB+, fois EB+, va donner en F2 3/4 EB+, et 1/4 EB. Donc ça nous rappelle le monhybridisme dans le cas de dominance. Et la même chose pour les deux autres. Puisqu'ils sont dominants, on va avoir les mêmes proportions. Ainsi, en F2, 3/4 des individus seront de phénotype AR+, 3/4 des individus seront de phénotype AR+, et 3/4 des individus seront EY+. Et à l'inverse, pour les récessifs, on va avoir 1/4, 1/4, 1/4. Les proportions des individus présentant les différentes combinaisons possibles de phénotypes peuvent être prédits si on suppose que la fécondation est aléatoire. Donc si on voit cette méthode des embranchements, remarquez ici. Donc si on prend le premier gène, on a seulement deux phénotypes A plus A, c'est-à-dire AR, AR. Donc là on a 3/4 et là on a 1/4. Pour B, ça veut dire EB. On a aussi 3/4, 3/4, 3/4, 1/4. Pour C, voilà, 3/4, 1/4, etc. Donc, la méthode d'embranchement, pour avoir un diagramme arborescent, on veut avoir A+, B+, C+, c'est-à-dire AR+, EB+, et EY+. Alors pour cela, on multiplie les ou ces valeurs. 3/4 fois 3/4 fois 3/4. Donc 3 fois 3, c'est 9, fois 3, c'est 27. 4 fois 4, c'est 16, fois 4, c'est 64. Donc on a 27 sur 64. De même pour A plus B plus C. Ça veut dire 3/4 fois 3/4 fois 1/4, ça donnera 9 sur 64. Et ainsi de suite. Donc voilà les proportions qu'on peut obtenir à partir du croisement de F1 fois F1. Le deuxième cas, on cherche à estimer expérimentalement la distance séparant les trois gènes chez la drosophile et produire la carte factorielle. Pour cela, on réalise les croisements suivants. Premier croisement, on croise deux drosophiles sauvages de race pure, l'une avec un corps gris, yeux rouges et aile complète, l'autre avec un corps noir, yeux pourpres et aile vestigiale. La première génération est homogène, formée d'individus sauvages avec un corps gris, des yeux rouges et aile normale. Le deuxième croisement, on croise une drosophile femelle de la génération F1 avec un mâle triple homozygote récessif, corps noir, yeux pourpres et aile vestigiale. Ce croisement donne une descendance composée de 2880 drosophiles répartis en 8 phénotypes comme suit. Les voilà. Donc comme question. Analyser les résultats du premier et deuxième croisement et que peut-on déduire? Calculer la distance entre les gènes couleur du corps, couleur des yeux, entre les gènes couleur des yeux et forme des ailes, entre les gènes couleur du corps et forme des ailes. En exploitant ces résultats, déterminer la disposition relative des gènes sur le chromosome, puis établir ce qu'on appelle la carte factorielle. Et après, la quatrième question, on a une interprétation chromosomique des deux croisements. Donc arrêtez la vidéo pour continuer. Alors comme réponse, pour le premier croisement, qu'est-ce qu'on constate? Le premier croisement est réalisé entre deux individus de lignée pure et différents par 3 caractères, donc c'est un cas de tri-hybridisme. Sachant que les parents du premier croisement sont purs, homozygotes, ne fourniront qu'un seul type de gamètes. Les individus de la première génération obtenus sont tous homogènes et de même phénotype de l'un des parents, corps gris, yeux rouges et aile normale. Et en même temps, elle est hétérozygote. On déduit que les allèles dominants sont le corps gris
grand G, yeux rouges, grand R, N normal, grand N. Alors que les allèles récessifs sont corps noir, petit n, yeux pourpres, petit p, et AL vestigial, petit v. Le deuxième croisement, qui est un back-cross, fait apparaître 8 phénotypes. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 phénotypes avec les proportions suivantes. Voilà les proportions qu'on a. Donc ce sont le pourcentage qu'on a pu calculer à partir des résultats obtenus. Alors qu'est-ce qu'on constate? On obtient 8 combinaisons de phénotypes différentes dans des proportions différentes de 1/8. Vous vous rappelez, dans le cas précédent, le cas des gènes indépendants, les gamètes ont des proportions équiprobables de 1/8. Or ici, on a des proportions qui sont différentes de 1/8. On obtient 8 combinaisons de phénotypes différentes dans des proportions différentes de 1/8, chacune comme obtenu dans le cas des gènes indépendants, ce qui laisse prédire que nos 3 gènes ne sont pas indépendants. On constate aussi que les phénotypes parentaux GRN, grand G, grand R, grand N et petit n, petit p, petit v sont majoritaires, et que les phénotypes recombinés qu'on a ici, représentent 25%, sont minoritaires. Donc l'apparition de type recombinés ne peut être expliquée que par le fait que la femelle hybride F1 a produit au cours de la gamétogenèse 8 types de gamètes différents par échange de segments de chromatide entre chromosomes homologues, c'est-à-dire il y a un crossing over. Ces résultats permettent de proposer que les gènes étudiés sont localisés sur la même paire de chromosomes homologues. Comme petite remarque, au cours de la formation des gamètes, on peut donc avoir 4 types de méioses. Des méioses sans crossing over, des méioses avec un crossing over entre les gènes R et N, des méioses avec un crossing over entre les gènes G et R, et N et G, c'est-à-dire qu'il y a 2 crossing over. Calculer les distances. Alors on a ici les résultats, on a les parentaux, on a les recombinés. Pour calculer les distances, on cherche les recombinés. C'est-à-dire D est égal au pourcentage des recombinés. Alors si on prend le cas de la couleur du corps et la couleur des yeux, c'est-à-dire on a G et R. On cherche ici G et R qui est bien sûr recombiné. Grand G, grand R, non. Grand G, P, celui-là oui, et celui-là oui. Noir, rouge, voilà. On va prendre ces 4. Donc, pour déterminer la position et l'ordre des gènes étudiés, on calcule la distance entre les gènes 2 à 2. La distance entre N et P, c'est-à-dire la distance entre les gènes couleur du corps et couleur des yeux. Donc, on a grand G petit p 2 fois, et on a petit n grand R 2 fois, bien sûr. Si on cherche ici, on va les trouver. Corps noir, yeux rouges, corps noir, yeux rouges. Donc ce sont les recombinés. On a ici 4, on a ici 78. Donc on fait la somme, on trouve 5,34%. Donc la distance entre N et P, c'est 5,34, donc à peu près 5. De la même façon, on calcule la distance entre les gènes NV, puis la distance entre P et V. Et voilà, ici, on a les 3 distances possibles. À partir du calcul des distances, on nous demande de déterminer la disposition relative, puis de réaliser la carte factorielle. D'après les résultats obtenus, on peut déterminer la disposition relative des 3 gènes étudiés sur le chromosome. On constate que la distance entre NV est presque égale à la somme des distances entre NP et PV. Si on fait le calcul, on trouve que c'est presque la même chose, 25,04, et là on a 5,34 et 20,39. On déduit que le gène couleur des yeux est localisé entre le gène couleur du corps et la couleur, ou plutôt le gène contrôlant la forme des ailes. On remarque aussi que la distance NV est inférieure à la somme des 2 distances. Cela peut être expliqué par le non-dénombrement des double crossing over entre le gène couleur du corps et le gène forme des ailes. Ainsi, le calcul de la distance entre ces 2 gènes est, c'est-à-dire lorsqu'on fait un double crossing over, voilà, on doit, pour corriger cette erreur-là, on multiplie par 2 les gamètes obtenues à partir de 2 crossing over. Si on corrige cette erreur, on trouve ici 25
25,75 au lieu de 25,04, puisque la somme ici est 25,61, donc à peu près 25,73. Et la 4 factorielle sera, donc entre n et v, c'est 25,73, alors que entre np, c'est 5,34, et entre p et v, c'est 20,39. Donc, le gène P est entre les deux gènes externes N et V. Un troisième cas, on étudie la transmission de 3 caractères chez la souris: la couleur du pelage, la forme des oreilles et le type de poil. Le premier croisement entre une femelle hybride double hétérozygote. Il faut bien lire le texte pour comprendre ce qu'on vous donne. Une femelle hybride double hétérozygote. Alors que nous, on étudie 3 gènes. Donc double hétérozygote pour la couleur de la peau et du type de poil, et croisé avec un mâle bi-récessif, à pelage blanc et raide. La descendance produite se compose de... Voilà donc les proportions qu'on a obtenues. Alors que le deuxième croisement, une autre femelle hybride double hétérozygote pour la forme des oreilles et le type de poil. Là, on étudie la couleur de la peau, alors que là, on étudie la forme des oreilles, en plus du type de poil. Et croisé avec un mâle bi-récessif à oreilles courtes et poils raides. Les résultats sont les suivants. Les voilà. Comme question: analyser et discuter chacune des hypothèses suivantes. Les caractères couleur du pelage et le type de poil sont liés. Les caractères type de poil et forme des oreilles sont liés. Les caractères couleur du pelage et forme des oreilles sont liés, ou les 3 caractères sont liés. Schématiser les chromosomes impliqués dans la transmission de ces 3 caractères, puis situer sur ceux-ci, c'est-à-dire le chromosome, sur ceux-ci, les 3 gènes responsables des 3 caractères étudiés. Écrire les génotypes des drosophiles issus du croisement entre une drosophile hétérozygote pour les 3 caractères avec une drosophile homozygote récessif. Toujours comme d'habitude, arrêtez la vidéo, essayez de répondre tout seul aux questions et après, corrigez. Réponse A. C'est-à-dire on va analyser et discuter la première hypothèse. Dans cet exercice, on s'intéresse à l'étude de 3 caractères héréditaires, à savoir la couleur du pelage et l'aspect du pelage, et la taille des oreilles. Donc il s'agit d'un cas de tri-hybridisme. Le premier croisement, c'est un dihybridisme. C'est un test cross entre un hybride et un homozygote récessif. Montre qu'il s'agit d'un cas de dominance, tel que les poils gris dominent les poils blancs et les poils souples dominent les poils raides. On pose alors les couples suivants: grand G petit b pour le premier gène et grand S petit r pour le deuxième gène, souple, raide. La génération obtenue se compose de 4 phénotypes. Les voilà, 4 phénotypes différents. Les phénotypes parentaux sont dominants par rapport aux phénotypes recombinés. Ces gènes responsables de la couleur et du type de pelage sont liés et portés par la même paire de chromosomes homologues. Donc, ce qu'on peut déduire du premier croisement, que notre hypothèse est juste, que les gènes couleur du pelage et type de poil sont vraiment liés. Maintenant, on va voir la deuxième hypothèse. Le deuxième croisement est aussi un test cross entre un hybride et un homozygote récessif, montre qu'il s'agit aussi d'une dominance. Les oreilles longues dominent, alors grand L, et les petites, enfin les courtes, c'est petit c, alors que les poils raides, on sait déjà qu'ils sont dominants. On donne bien sûr la lettre S, R pour raide, non pas rouge. Donc la génération obtenue se compose aussi de 4 phénotypes, mais de même proportion, un quart, un quart, un quart. Ça nous rappelle le cas des gènes indépendants. Donc on peut dire que les gènes responsables de la taille des oreilles et le type de pelage sont indépendants et portés par 2 paires de chromosomes homologues autosomaux différents. Donc dans ce cas, l'hypothèse B est fausse. Les gènes étudiés ici sont indépendants. La troisième, les caractères couleur de pelage et forme des oreilles sont liés, puisque les gènes contrôlant les caractères couleur du pelage et le type de poil sont liés.
et que ceux qui contrôlent le caractère type de poil et forme des oreilles sont indépendants. Donc les gènes contrôlant le caractère, couleur de pelage et forme des oreilles seront indépendants. Pour la dernière hypothèse, les trois caractères sont liés. D'après ce qu'on avait ici, donc ils ne sont pas totalement liés les trois gènes. Seulement deux sont liés et un il est indépendant des deux autres. Les trois caractères étudiés sont gouvernés par deux gènes liés, portés par le même chromosome, et un troisième gène indépendant des deux autres, porté par un autre chromosome différent des deux autres. Schématiser les chromosomes impliqués. Donc on a ici deux autosomes, un portant deux gènes, l'autre portant seulement un seul gène. Schématisons les trois gènes étudiés dans cet exercice. Sachant que deux gènes sont liés, donc portés par le même chromosome, et le troisième gène, il est indépendant des deux autres, donc porté par un troisième gène. Donc la schématisation sera, du génotype bien sûr, sera celle-ci. Grand G, grand S, deux chromosomes BR, c'est-à-dire les deux gènes sont portés par le même chromosome, alors que le troisième gène, elle est séparé des autres, donc porté par un deuxième chromosome indépendant des deux autres. Écrire les génotypes des drosophiles issus du croisement entre un drosophile hétérozygote pour les trois caractères, avec une qui est récessive. Donc, femelle hétérozygote pour les trois caractères va donner bien sûr 8 types de gamètes, alors que la drosophile homozygote récessive va donner seulement un seul. Dans cet exercice, on s'intéresse à l'étude de trois caractères héréditaires, à savoir la couleur du pelage, l'aspect du pelage, la taille des oreilles. Donc, il s'agit d'un cas de trihybridisme, d'établissement du génotype possible. Donc, si on fait ici une interprétation chromosomique, les parents femelles hybrides grand G, grand S, grand L, voilà leur génotype, et les mâles récessifs, voilà leur génotype. Les mâles récessifs vont donner seulement un seul type de gamète qui sera BRC, alors que les femelles hétérozygotes vont donner bien sûr 4 types de gamètes. Puisque ces deux types de gamètes sont liés, donc on ne peut pas avoir des gamètes qui sont proportionnelles ou qui sont équiprobables. Donc si on met ici les gamètes de la femelle et là les gamètes du mâle, la rencontre des gamètes va donner ce tableau avec les génotypes possibles et bien sûr avec leur phénotype. Et on voit ici qu'on a les parentaux et là on a les recombinés. Et comme on constate, on a 2, 4, 6, 8 phénotypes différents. Et bien sûr, ils seront de proportions différentes puisque on a ici des gènes qui sont liés. Quatrième cas, dans la population de drosophiles de phénotype sauvage, antennes longues, yeux lisses et soies lisses, apparaît des individus mutants avec yeux équinus, responsables des yeux rugueux, aux antennes courtes et avec des soies fourchues. Pour comprendre le déterminisme génétique de ces caractères, on réalise les croisements suivants. Le premier croisement entre une drosophile femelle aux soies lisses et antennes normales avec une drosophile mâle aux soies fourchues et antennes courtes. Tous les descendants de la première génération ont des soies lisses et antennes normales. Le deuxième croisement entre une drosophile femelle aux soies fourchues et antennes courtes avec une drosophile mâle aux soies lisses et antennes normales. Les descendants mâles de la première génération ont des soies fourchues avec antennes normales et les femelles des soies lisses avec des antennes normales. Troisième croisement, chez les drosophiles de race pure, on croise une drosophile femelle aux yeux rugueux et antennes courtes avec une drosophile mâle aux yeux lisses et antennes normales bien sûr. Les descendants ont tous les antennes normales avec des mâles aux yeux rouges et femelles avec des yeux lisses. Comme question, déterminer la dominance et le type de relation entre les gènes, proposer les génotypes et quelles sont les proportions phénotypiques et sexes des drosophiles issus du croisement entre drosophiles femelles hétérozygotes et des mâles récessifs.
Bien sûr, arrêtez la vidéo, réfléchir un peu aux questions, répondre tranquillement et on se voit après pour la correction. Alors, selon les résultats de ces croisements, déterminer la dominance et le type de relation entre les gènes étudiés responsables. Alors, si on voit le premier croisement, on a une femelle, ossois lisse et antenne normale, avec une drosophile mâle, ossois fourchu et antenne courte. Les descendants, tous ont les soies lisses et antenne normale, ce qui prouve qu'il y a une dominance des allèles sur d'autres. Alors que le deuxième croisement, qu'est-ce qu'on constate? On a ici la femelle ossois fourchu et antenne courte, avec un drosophile mâle ou une drosophile mâle ossois lisse et antenne normale. Donc c'est le réciproque, c'est un croisement réciproque. Et qu'est-ce qu'on a? On a une génération qui est totalement différente de la première, avec des mâles ont des soies fourchues et antennes normales. Ils ont les soies fourchues comme leur mère, mais les antennes normales, c'est-à-dire le caractère dominant. Donc ici, on peut supposer que les gènes sont indépendants. Un est porté par un chromosome sexuel X, l'autre par un autosome. Alors si on voit les réponses. Du premier croisement, on a obtenu une génération homogène au phénotype d'un des parents. On déduit que les parents sont de race pure et que les allèles responsables des soies lisses et antennes normales sont dominants. Notez grand L et grand L et grand N, alors que les allèles responsables des soies fourchues et antennes courtes sont récessifs, notez petit f et petit c. Du deuxième croisement, qui est un croisement réciproque du premier, entre les drosophiles de race pure, on obtient une génération hétérogène et différente de la génération F1 obtenue du premier croisement, ce qui implique qu'un des gènes est porté sur le chromosome sexuel. Il s'agit du gène responsable de l'aspect des soies, puisque le phénotype des individus de cette génération diffère selon le sexe et que les mâles ont le phénotype de leur mère. Donc elle est portée par le chromosome X. Donc ce gène est localisé sur le chromosome sexuel X, alors que le gène responsable de l'aspect des antennes est localisé sur un chromosome autosomal, et on déduit que les deux gènes, aspect du soie et aspect de l'antenne, sont indépendants, localisés sur deux chromosomes différents, un autosomal et l'autre sexuel. Du troisième croisement, on a obtenu une génération hétérogène. La première loi n'est pas applicable, bien que les parents sont de race pure, ce qui implique qu'un des gènes est porté sur un chromosome sexuel. Il s'agit du gène responsable de l'aspect des yeux, puisque le phénotype des individus de cette génération diffère selon le sexe et que les mâles ont le phénotype de leur mère. Donc, ce gène est localisé sur le chromosome sexuel X, alors que le gène responsable de l'aspect des antennes est localisé sur un chromosome autosomal. Et on déduit que les deux gènes, aspect des yeux et aspect des antennes, sont indépendants, localisés sur des deux chromosomes différents, l'un autosomal, l'autre sexuel. Les individus de F1 ont le même phénotype antenne normale, comme l'un des parents, c'est l'allèle dominant, grand N, et antenne fourchue, et l'allèle récessif, petit f. Les femelles de F1 étant hybrides et ont les yeux lisses, implique que l'allèle responsable des yeux lisses est dominant, notez EC+, et l'allèle responsable des yeux rugueux et récessifs, notez EC. À l'issue de ces données, on déduit qu'on étudie ici un cas de 3 gènes. Donc on parle de trihybridisme. Seulement, 2 gènes, elles sont liées et portées par le chromosome sexuel X, alors que le troisième gène est porté par un autosome, c'est-à-dire indépendant des deux autres. Donc c'est le cas contraire du troisième cas. On a vu qu'ils sont liés sur un autosome et X indépendant. Ici, on a 2 gènes qui sont liés au chromosome X et un autosomal et un chromosome autosomal ou un gène porté par un chromosome autosomal indépendant. Alors, proposer les génotypes. Donc, les génotypes possibles, on a les symboles des différents allèles. Aspect des yeux, 10 EC plus EC, grand L petit f, grand N petit c. Et on sait que un gène est porté par un autosome, alors que les deux autres sont portés par un chromosome sexuel. Donc la femelle, génotype de la femelle grand N petit c pour le premier gène. Les deux autres sont portés par le chromosome X, donc on a ici XX, et là bien sûr les deux gènes portés par
le chromosome X, alors que le mâle, petit c, X, Y, il porte aussi EC et petit f. Leur phénotype, le voilà. Quelles seraient les proportions phénotypiques et sexes des drosophiles issus du croisement entre drosophiles femelles hétérozygotes et des mâles récessifs? Donc on va ici croiser une femelle avec le 3 gène dominant, mais elle est hétérozygote, donc elle va produire 8 types de gamètes. Avec un mâle récessif, il va produire bien sûr un seul type de gamète. Deuxième question, quelle proportion phénotypique et sexe des drosophiles issus du croisement entre drosophiles femelles et hétérozygotes et des mâles récessifs? Or, on sait que les mâles récessifs, dans ce cas-là, vont produire deux types de gamètes, X avec un petit c et Y avec un petit c. Donc, elle va produire deux types de gamètes, alors que la femelle va produire 8. Voilà. Donc, le mâle récessif produit deux types de gamètes, C, X, E, C, F et Y avec un petit c. Il va produire deux types de gamètes, C, X, E, C, F et C, Y. Et la femelle hétérozygote, on produira 8 différents gamètes. Les voilà. Donc, les gamètes femelles, les gamètes mâles, et la rencontre des gamètes va nous donner ces génotypes avec leur phénotype. Et ainsi, on peut dire que ceux qui sont en vert, ce sont des femelles, et qui sont en bleu, ce sont des mâles. Ainsi, on peut déterminer les proportions phénotypiques et le sexe des drosophiles ainsi obtenus. Là, on a les drosophiles parentaux, c'est-à-dire un phénotype parental, et là, bien sûr, les drosophiles à phénotype recombiné. Pour chaque phénotype, on a 50% des femelles et 50% des mâles. Vous voyez? Donc 50% des mâles parentaux à phénotype parental et 50% des femelles à phénotype parental. Ainsi, 50%. Du fait que deux gènes sont liés, on peut proposer que les phénotypes parentaux sont majoritaires par rapport aux phénotypes recombinés. Puisqu'on n'a pas des données numériques, on ne peut pas bien sûr calculer les proportions dans le cas où on a des gènes liés. Par contre, s'ils étaient indépendants, donc c'est très simple. Cas numéro 5. Maintenant, on va essayer de établir la carte factorielle de 3 gènes. Pour déterminer les locus de 3 gènes sur un chromosome chez la drosophile, on propose les résultats de ces croisements. Croisement 1 entre les drosophiles aux yeux rouges et ailes longues avec des drosophiles aux yeux blancs et ailes vestigiales. La génération de F1 est composée des drosophiles suivants. Les voilà. Sur le même chromosome, il se trouve un autre gène, code pour la taille des antennes normales et que la distance entre ce gène et le gène des couleurs des yeux est 13 centimètres. Comme question, qu'est-ce que vous pouvez déduire des résultats du premier croisement? Que peut-on déduire de ces résultats? Calculer la distance entre les deux gènes, interpréter à l'aide de l'échiquier du croisement les résultats du deuxième croisement, déterminer la carte factorielle ou les cartes factorielles possibles de ces 3 gènes, et comment peut-on faire pour déterminer exactement la carte factorielle de ces 3 gènes. Donc, arrêtez la vidéo pour essayer de répondre. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'information que vous avez reçue ou acquis jusqu'à maintenant. Donc, comme première réponse, d'après les résultats du premier croisement, on constate ce qui suit. Il s'agit d'un hybridisme, puisqu'on utilise ici seulement 2 caractères. La génération de F1 est homogène, donc les parents sont de race pure, selon la première loi de Mendel. L'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant, noté grand R. L'allèle responsable de la couleur blanche est récessif, noté petit r. Et l'allèle responsable des ailes longues est dominant, noté grand L. Et l'allèle responsable des ailes vestigiales, noté petit v. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Le deuxième croisement donne en F'2 les phénotypes parentaux au pourcentage très élevé par rapport aux phénotypes recombinés, ce qui permet de dire que les deux gènes étudiés sont liés de façon relative, c'est-à-dire présence d'un crossing over, puisqu'on a ici un pourcentage d'individus recombinés. On a ici les pourcentages des recombinés, donc on peut calculer la distance entre les gènes.
Donc D entre A et B, c'est-à-dire entre les R et L. Pourcentage D recombinés, 10,5, 10,5, 21%, donc c'est 21 centimorgans. Interpréter à l'aide de l'échiquier de croisement les résultats du deuxième croisement. Donc ce croisement-là, on doit l'interpréter, interprétation chromosomique. Donc les parents femelles F1, RL, ils sont hétérozygotes. Donc voilà, puisque les gènes sont liés, on a RL et petit r, petit l sur le même chromosome. Le mâle muté récessif, voilà son génotype, et ainsi il va donner un seul type de gamète. Par contre, celui-là va donner 4. Et l'échiquier, le voilà. Donc les gamètes de la mère, c'est-à-dire la femelle, et les gamètes du mâle. On a ici les génotypes, et là on a aussi les phénotypes. Alors qu'est-ce qu'on constate? Grand R, grand L, petit r, petit l, grand R, petit l, grand R. Donc ça, ce sont les parentaux, et là, ce sont les recombinés. Déterminer les cartes factorielles possibles des 3 gènes. Ici, on a utilisé seulement 2 pour montrer qu'ils sont liés, et ils ont une distance de 21 centimorgans. Et on nous donne un 3e gène qui est distant des 2 autres, ou qui est distant de l'un des 2 autres, par 13 centimorgans. Donc les cartes factorielles possibles pour ces 3 gènes. On a distance de RV est égale à 21. La distance entre RA est égale à 13. Donc la carte factorielle possible de ces 3 gènes, elle peut être soit VRA, soit ARV, soit RAV. C'est-à-dire on place les gènes de façon différente sur le même chromosome. Et si on veut appliquer les données numériques qu'on a. Donc, si on suppose que ici on a R et A et V. Entre A et V, on a 21. Entre R et A, on a 13. Par contre, ici, on a ici le 13, RA, et le RV, on a ici les 21. Donc, vous voyez bien qu'on peut mettre soit cette représentation ou cette représentation. Mais laquelle est la juste? Donc, on nous demande comment peut-on faire pour déterminer exactement la carte factorielle de ces 3 gènes. Pour déterminer la carte factorielle exacte de ces 3 gènes, il faut chercher à savoir la distance entre le gène responsable de la taille des antennes et celui qui code pour la longueur des ailes. Et pour cela, il faut faire un croisement test individu AL avec un autre double récessif petit a petit l. Le pourcentage des phénotypes recombinés en F2 détermine la distance exacte entre les 2 gènes, et comme ça, bien sûr, on peut dire lequel des 2 représentations qu'on a ici est la juste. Un dernier cas. Un généticien veut étudier chez la drosophile la transmission de 3 mutations portées par le chromosome X. Donc vous avez vu dernièrement 3 gènes portés par un autosome. Maintenant on va voir la liaison de 3 gènes sur le chromosome X. Une mutation qui affecte la couleur des yeux, vermillon noté V, mutation qui affecte l'absence de nervures sur les ailes, noté CV, et une mutation qui affecte l'aspect des ailes, noté CT. Il a croisé une femelle homozygote à yeux rouges, absence de nervures, et bord des ailes coupés, c'est-à-dire V+, CV, CT, avec un mâle homozygote muté, V, CV+, CT+, aux yeux vermillons, présentant, c'est-à-dire aux yeux vermillons, présence de nervures et ailes normales, a donné une génération F1 composée de femelles sauvages et des mâles ressemblant à leur mère. Puis réalise un deuxième croisement qui est un test cross entre une femelle F1 triple hétérozygote avec un mâle récessif et a obtenu une descendance F2 composée de 1488 individus répartis comme suit. Et voilà. Donc, comme question, comment les allèles sont associés en F1, quels sont les génotypes et phénotypes possibles des parents des 2 croisements, déterminer l'ordre des gènes et établir la carte factorielle chez le mâle. Comme d'habitude, arrêtez la vidéo, essayez de répondre et on se voit après.
Donc, comme réponse, alors ce qu'on peut constater ici, qu'on étudie 3 mutations, c'est-à-dire 3 gènes. Donc, c'est un cas de trihybridisme. On croise ici une femelle homozygote, les yeux rouges, absence de nervures et bord des ailes. Donc, elle a un phénotype sauvage et 2 mutations, avec un mâle homozygote qui a une mutation au niveau des yeux et les autres caractères sont sauvages. On obtient à la génération F1 des femelles sauvages, des femelles totalement sauvages et des mâles ressemblant à leur mère. Donc, puisque les mâles ressemblent à leur mère, ça veut dire que nos gènes ont une relation avec le sexe. Ça veut dire qu'ils sont portés par le chromosome sexuel et ce sera bien sûr le chromosome sexuel X. Et puisque ils ont les caractères sauvages, donc les caractères sauvages sont dominants sur les caractères mutés. Donc les signes qui ont un plus sont dominants et ceux qui n'en ont pas sont récessifs. Le croisement donne une génération F1 homogène, sauvage, montre qu'il y a dominance des allèles sauvages sur les allèles mutés. Ainsi, grand V plus domine V, CV plus domine CV et CT plus domine CT. Le deuxième croisement, qui est un test cross, donne une génération F2 hétérogène composée de 8 phénotypes de proportions différentes qui diffèrent du rapport 1-1-1, ça veut dire 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième, etc. Attendu si les gènes étaient indépendants. On a 2 classes abondantes parentales et 2 groupes de 2 classes d'abondance intermédiaire, les simples crossing over, c'est-à-dire un seul crossing over, et 2 classes qui sont rares, qui sont issues d'un double crossing over. C'est-à-dire, si nos gènes étaient indépendants, on va avoir ici les mêmes proportions, c'est-à-dire 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième. Or, ici, on a 8 phénotypes, mais à proportions différentes. On a 2 classes, 2 phénotypes qui sont majoritaires. Bien sûr, ce seront les parentaux. On a 2 classes qui ont des valeurs intermédiaires. Ce sont bien sûr des recombinés issus d'un seul crossing over, alors que ceux-là sont mineurs. Leur nombre est très réduit, donc ils sont issus d'un double crossing over. Donc les gènes étudiés sont effectivement des gènes liés et portés par le même chromosome sexuel X d'après les données de l'exercice. L'interprétation chromosomique, comme elle est demandée ici. Les parents P1, pas de nervures, bord des ailes coupées. Et le P2, c'est-à-dire le phénotype de les femelles V plus CVCT, V plus CVCT, et le mâle VCV plus et CT plus. Voilà. Puisque le mâle est homozygote, et il est XY bien sûr. Donc XY, et voilà, nos chromosomes sont portés par le chromosome X. Pour la femelle, voilà son génotype XV plus XV plus CV CV CT CT puisqu'elle est homozygote. Donc, les gamètes produites par les femelles homozygotes, on a seulement un seul type de gamètes. Par contre, pour le mâle, puisqu'il y a liaison avec le sexe, donc il va produire 2 types de gamètes. Donc le phénotype qu'on peut obtenir dans la génération F1, les femelles ont des caractères sauvages, alors que les mâles ressemblent à leur mère. Le deuxième croisement, qui est un test cross, un F1, c'est-à-dire la femelle F1 avec un mâle muté. Donc le mâle muté, voilà son génotype et phénotype. La femelle qui a des caractères sauvages, mais bien sûr le phénotype sera hétérozygote ou triple hétérozygote. Donc V plus V, CV plus, CT plus. La femelle donne 8 types de gamètes différentes, alors que le mâle donnera que 2 types de gamètes parce qu'il n'y a pas de crossing over chez le mâle. Alors, puisqu'on a ces valeurs-là et tout ça, déterminer l'ordre des gènes. Pour déterminer l'emplacement des 3 gènes. Première étape, deuxième étape, etc. Donc, on va voir la première étape. On peut déduire à partir des résultats de la descendance par analyse des doubles recombinés. C'est-à-dire les
les recombinés issus d'un double crossing over pour trouver l'ordre des gènes. Comment on fait? Donc le tableau qui présente ici les parentaux et les recombinés. On indique que les parentaux, voilà leur phénotype et leur nombre. Les recombinés, les premiers issus d'un seul crossing over, un CO, un seul crossing over, et bien sûr les autres aussi, ils sont issus d'un seul crossing over, alors que ceux-là sont issus de deux crossing over. Alors pour comprendre tout ça, on va utiliser ces abréviations ABC au lieu de ces valeurs-là. Donc la succession des gènes peut être ABC, soit BAC, soit ACB. Qu'on présente ici, voilà pour la femelle qu'on a, pour voir quels sont les gamètes qu'elle va produire. Alors dans ce cas, c'est plutôt, on a deux crossing over. Donc la relation sera entre V et là. On va avoir V+, CV+, CT. Voilà, V+, CV+, CT. Donc V+, CV+, CT. Le deuxième sera V, CV, CT+. Donc V, CV, CT+. Pour celui-là. Donc CV, V, CT. Pour l'autre, on a CV+, V+, CT+. Et voilà bien sûr les résultats qu'on peut avoir, les phénotypes issus d'un double crossing over. D'après cela, pour celui-là, donc CV, CT+, V+, ou CV+, CT, V. Alors si on compare ces données avec ces données, on constate que pour avoir deux crossing over et avoir ces phénotypes, c'est dans ce cas. Remarque, V+, CV, CT+. Là voilà, V+, CV, CT+. Ou V, CV+, CT, V, CV+, CT. Par contre ici, celui-là, là, V+, CV+, C, CT, on l'a obtenu dans quel cas? V+, CV+, CT. V+, CV, CT. Le voilà. Donc on l'a obtenu seulement dans ce cas-là, c'est-à-dire V+, CV+, CT, V+, CV+, CT, le voilà. On l'a obtenu seulement dans le cas de un seul crossing over. Par contre, celui-là encore, CV+, V+, CT, le voilà, V+, CV+, CT, on l'obtient seulement à partir d'un seul crossing over. Donc ça prouve que ces résultats-là de deux crossing over est comparable à celui-là. Donc la succession ou l'ordre des gènes sur le chromosome, c'est celui-là. C'est CV, CT+, et V+. C'est-à-dire que le gène CT est entre les deux autres. C'est le troisième cas qui est observé. Donc CT+, CT est le gène central, et l'emplacement des gènes peut être soit CV, CV+, CT, CT+, VV+, ou l'inverse. On a ici deux cas possibles. Pour trancher lequel des deux cas est possible, on va voir la deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape, on doit calculer les distances entre les gènes 2 à 2. Le premier cas, entre les deux gènes V et CV. La fréquence des recombinés, donc 45, 40, 45, 40 plus 3 et 5. On a 45, 40, 89, 9, 94 ici, 94. Et on va voir 0,185. Donc R est égal à 0,185 fois 100 est égal à 18,5. Donc la distance est 18,5 cm. Donc la distance entre les deux gènes, V et CT, donc c'est la même chose. On va chercher dans ce cas qu'ils sont les recombinés pour ces deux gènes et on prend leur nombre, on divise par le total. La valeur qu'on a ici, on la multiplie par 100 pour trouver le pourcentage des fréquences. Et bien sûr, la distance sera 13,2 cm. La même chose pour le troisième. Donc ici, on a les trois
distance calculée. Les trois fréquences de recombinaison sont inférieures à 50%. Donc les loci sont liés et portés par le même chromosome. Ici, bien sûr, on indique que c'est le chromosome X. On constate aussi que la fréquence la plus élevée pour les loci est entre V et CV. Voilà, 18, entre V et CV. Donc les loci V et CV sont les plus éloignés l'un de l'autre. Le locus du gène CT se situe donc entre les deux loci. Donc il y a deux cas possibles, la présentation des trois gènes. 13,2 entre V et C, 6,4 entre CT et V, ou l'inverse. On peut avoir deux cartes factorielles possibles chez le mâle. Et voilà. Donc on a V, CT, CV, et bien sûr CV, CT, V. Remarque, la distance de départ est arbitraire. L'analyse de la descendance permet de déduire l'ordre réel. On peut définitivement établir la position des gènes ainsi que la distance qui les sépare. La carte génique doit refléter la relativité des distances calculées et donc il faut toujours définir une échelle. Comme conclusion, dans le cas de polyhybridisme, on peut étudier séparément chaque gène pour déterminer sa dominance ou codominance ou létalité ou liée au sexe. Donc pour déterminer la dominance ou codominance ou liée au sexe, on doit étudier chaque caractère isolément comme dans le cas du monohybridisme. On peut aussi étudier les gènes 2 à 2 pour déterminer s'ils sont indépendants ou liés. Donc à partir de F1 fois F1 ou à partir du croisement test et d'après les proportions obtenues. L'importance de l'étude simultanée de la transmission de 3 ou plusieurs gènes liés permet de cartographier ces gènes en calculant les distances et d'établir l'ordre de ces gènes sur le chromosome. Là, on a un exemple concernant la drosophile. Vous voyez ici les 4 chromosomes de la drosophile et sur chaque chromosome, on a placé les gènes responsables de certains caractères de la drosophile. Et c'est ça ce qu'on appelle la carte factorielle en plaçant les gènes d'après leur distance sur ce chromosome, soit le chromosome sexuel ou les chromosomes autosomaux. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire des résumés concernant les lois statistiques et comment résoudre un exercice de génétique. Allez, à la prochaine.